Bon, donc nous allons entamer ce, ce troisième événement du colloque autour de l'œuvre d'André Ravero, l'exposition, nous avons eu le vernissage hier et la conférence sur la Boulot sur la maison de Grèce. Le format qui est utilisé aujourd'hui, c'est d'abord une table ronde, que je vais vous présenter rapidement. Et ensuite, il y aura aussi la projection d'un film de Jean Asselmeyer, de Raboro, de l'Algérie, sur les pertes aussi culturelles. Donc, on est ensemble pour un petit moment. Vous voyez qu'un canadien, d'avoir tout ce temps à passer ensemble pour pouvoir explorer cette œuvre et ce qu'elle nous transmet aujourd'hui. Donc, pour cette table ronde, on a choisi d'avoir vraiment une grande représentation de personnalités, de personnes qui ont rencontré André Marmelot, qui ont eu une histoire particulière avec lui. Et c'est cette dimension que je vais développer un peu après. C'est plutôt une relation un peu académique, des gens qui ont écrit sur son œuvre, mais plutôt des gens qui l'ont pratiqué humainement, qui l'ont partagé avec lui professionnellement des choses et de les dire. Vous avez une référence extrêmement concrète et réelle et humaine a pu leur apporter et en quoi elles peuvent aussi la transmettre pour que nous aussi nous puissions en s'officer d'une certaine façon. Donc je vais commencer. Alors, j'ai compris aussi que nous sommes face à des personnages tous différents et qu'il n'y avait aucune volonté. Il n'y avait aucune volonté de systématiser les approches. Donc, j'ai choisi, en avons discuté ensemble, de laisser une totale liberté à chacun d'eux, d'aborder le sujet sous l'angle qui nous intéresse, de parler de ce plus essentiel à transmettre. Donc, on va juste commencer par faire un tour de table pour que chacun se présente. Et aussi en précisant dans quelles circonstances il a rencontré en Mirabolo, il a quelque chose avec lui. Et ensuite, on donnera la parole à chacun pour qu'il nous donne son propre message de cette expérience. Donc, il a. On commence par les gars. On commence par les gars. On commence dans ce sens. Oui, oui. Oui, bon, moi je suis la fille d'André, je suis architecte. J'ai travaillé avec lui sur quelques projets et puis on a beaucoup travaillé sur un livre qui s'appelle Du local à l'universel. Je fais partie des fondateurs avec Jeanne-Marie qui va se présenter aussi de l'association Aladar, l'association des amis d'André Ravin. Voilà, et je vous passe Jeanne. Bonjour. Donc, moi, je suis Jeanne-Marie Gentillot. J'ai un peu une voix d'entreton. J'ai toussé toute la nuit. Donc, voilà. Moi, je suis architecte et j'habite à Valence, dans la Drôme, qui n'est pas très, très loin de l'Ardèche, où vivaient André et Manuel Roche. C'est comme ça que je suis allée souvent les voir et qu'un lien d'amitié s'est créé. Et quand Manuel Roche est décédé, on a créé l'association et là, j'y suis allée très, très souvent. Voilà. Et tu vas lire le truc de Philippe. Ah oui, alors il faut que je le dise parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui était prévu. Il s'appelle Philippe Lowers, qui est un architecte qui a été collaborateur d'André Ravero il y a bien longtemps, en Algérie d'abord. Et il est en Belgique et ça a été un peu compliqué pour lui de faire le voyage. Donc il nous a envoyé un texte qu'on va lire tout à l'heure. Bonjour, Stéphane Crevé. Donc, moi, je suis de la maison, si j'ose dire, même si je suis descendu des montagnes pour venir, pour l'occasion importante. Donc, moi, j'ai connu André Ravero en 92, invité à faire une conférence, et puis ensuite, à partir de là, invité à des séminaires, ensuite, j'ai connu Manuel Roche, on a
monté des expositions, je ne me souviens plus combien, mais au moins 3. On a publié un certain nombre d'abord de revues, dans les revues Poiesis, où plusieurs fois André a contribué, soit en participant par oral au séminaire, aux conférences, soit en nous envoyant des textes. Je n'ai pas un souvenir très précis parce que c'est, voilà, une collaboration. Et puis, j'ai été plusieurs fois à Raphaël, bien sûr. Et bon, j'ai fait très, en fouillant ce matin dans ma bibliothèque, j'ai retrouvé le livre sur le Casbah d'Alger avec des lettres de Manuel, des notes d'André, des choses à mon attention. C'était très touchant. Comme ça m'a permis de préparer un petit quelque chose pour les. Voilà. Bon, j'ai dit l'essentiel donc. Et j'ai plutôt un profil pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis architecte, mais je suis aussi philosophe, donc je suis vraiment entre les deux. Et donc j'ai une approche, je me suis beaucoup intéressé évidemment à la pensée d'André et j'ai un intérêt philosophique, on va dire, autour. Bonjour, moi je m'appelle Capucine Tourignac. J'ai connu André en 2016 parce que j'étais stagiaire au sein de l'association Alada. En fait, ce qui se passait durant la période d'existence d'Alada, donc de 2012 à aujourd'hui, enfin disons de 2012 jusqu'au décès d'André en 2017, il y avait des gens qui venaient, enfin des étudiants d'architecture, mais pas que, enfin, il y avait des gens, si, disons qu'il y avait des architectes et on a eu quelques ingénieurs aussi, et ils passaient leurs 2 mois de stage d'été donc à la ferme à la Panel, en Ardèche, où vivait André avec Maya, sa fille, et en fait on travaillait auprès d'André Ravero, donc, enfin, je vous en parlerai un peu après, un peu plus en détail. Donc moi, j'ai été 2 étés de suite, c'est-à-dire j'ai fait un premier stage, puis j'ai récidivé l'été d'après, puis j'ai fait aussi un service civique après, et depuis, je suis aussi membre de l'association Alada. Et alors moi, de formation, je suis ingénieur architecte bicursus, enfin double cursus, j'ai fait ça à Lyon, mais j'ai fait mon diplôme à la Villette. Et en fait, aujourd'hui, je fais pas vraiment ça, puisque alors, j'ai fait une thèse en architecture, mais très axée anthropologie. Donc, moi aussi, je suis un petit peu entre 2 disciplines. Et pour le coup, ce serait plutôt l'architecture et l'urbanisme aussi, on peut dire, et l'anthropologie. Voilà. Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Oren, je suis maçon. En tout cas, j'ai abordé la pratique technique différente en passant de la pierre de la sablée, donc la géodésie, en passant par la terre crue, la paille, le bois. En fait. Finalement, ce qui m'intéresse depuis que je suis tout gamin, ce sont les matériaux qu'on ramasse et les matériaux de cueillette. Et voilà, c'est pour ça que la rencontre avec André Ravero était intense, parce que je me suis rendu compte qu'il était complètement dans cet esprit-là. Voilà, je faisais partie de l'association Alada. Quelques personnes qui ne sont pas architectes pour cette association, c'est pas vraiment bon, mais voilà. Bon, on verra la suite. Bonjour, moi je suis Pascal Batman. J'ai rencontré d'abord André par un livre qui s'appelle comme ça, Leçon d'architecture en 83. Ensuite, j'ai rencontré Philippe Lowers, dont je suis une sorte de remplaçant en B aujourd'hui, en 1985 avant de partir au Rwanda, en Belgique. Et enfin, en 1988, j'ai rencontré André et Emmanuel, en fait, dans leur maison de Lentillère, qui est partie du chantier de réhabilitation, à savoir faire un escalier et des voûtes pour relier la cité discontinue dans cette ferme en réhabilitation par leurs soins. Voilà, et cette sensibilité m'a marqué et je suis là pour témoigner de ça. Voilà. Et sinon, je suis charpentier et maçon depuis et je suis toujours en activité dans une petite entreprise artisanale qui s'appelle Archipod et où on fabrique des murs en pisé, des voûtes, des escaliers sur voûte saratine et plein d'ouvrages en maçonnerie et en charpente. Voilà. Merci. Donc, oui, j'ai pu noter que
L'ORS qui devait être avec nous aujourd'hui et qui n'a pas pu être là pour raison personnelle, a quand même soin de nous transmettre un texte qui va être lu avec quelques images qui vont illustrer et qui vont donc constituer sa présence. Et ensuite, on commence à donc, Jeanne-Marie, tu veux le lire? Il faudrait par contre. Tu as la voix assez forte. Ouais. Je pense que ça ne va pas, je vais passer à quelqu'un d'autre. D'accord. Voilà donc le texte que Philippe nous a envoyé. Quelques réflexions sur la démarche de conception architecturale suivie par André Ravero. 4 punaises, munies chacune de 4 pointes effilées, sont fermement plantées à travers les 4 angles d'une feuille de papier dans la planche en bois brut d'une table à dessin. Une ligne tracée à l'encre de Chine sépare horizontalement et sur sa largeur la feuille en 2 parties. Cette droite sert de repère d'altitude pour figurer en coupe la trace précise d'un cours d'eau depuis sa source et sur un terrain destiné à construire la station thermale de Hammam Salahin en Algérie. L'architecte décide alors d'enterrer les bassins d'eau et d'assurer leur alimentation par gravité. Ce parti a pour conséquence de réduire depuis l'extérieur la partie visible des volumes bâtis et ainsi de favoriser l'intégration du projet dans son site. Cerise sur le gâteau, des dispositifs naturels d'évacuation de l'air et d'entrée de la lumière, autant strictement conçus et répartis en toiture selon les besoins, semblent faire un clin d'œil à Antonio Gaudí. Comment ne pas voir aussi dans le traitement de ces objets une analogie avec les formes exaltées des pinacles qui signalent dans le Mzab la présence de la tombe d'un marabout. Comme l'a exposé André dans le Mzab, une leçon d'architecture, ces signaux figureraient parmi les rares ornements qu'autorise aux bâtisseurs des cités mozambiques l'austérité de la morale ibadite. D'autre part, conduire une démarche de conception en partant d'une contrainte choisie me fait penser à la réponse que donnait Paul Klee lorsqu'on lui demandait comment il traitait la question de la toile blanche posée sur le chevalet. Je me donne des contraintes porteuses de liberté, exposait-il dans sa théorie de l'art moderne. Tandis que ces contraintes sont ici imaginées par le maître, les contraintes dont il est question dans la démarche d'André Ravero sont choisies parmi les données du programme et ou celles du milieu d'installation du projet. Si, dans la démarche d'André, la contrainte de départ consiste à tracer le chemin de l'eau de son entrée à sa sortie du hammam, en utilisant la force de gravité pour seule énergie, sommes-nous face à une piste à suivre pour aborder la question de la méthode avec laquelle ce projet a été composé. Partager les observations conduites par d'autres regards et sur d'autres projets d'André ne permettrait-il pas de progresser dans ce questionnement? La vue d'ensemble offerte par les projets réunis à Toulouse et ou ailleurs n'est-elle pas une opportunité à saisir pour réfléchir ensemble à cette question? Merci de me faire part de vos réactions, de votre intérêt à ce partage de points de vue sur la méthode d'approche de sa méthode. Philippe Lowers. Oui. Voilà. Donc, on va chacun se présenter à chacun et chacune à double rôle. Et alors, moi, je voulais vous dire un petit peu comment ça se passait un stage à Rafanel ou chez André, parce que moi, je suis arrivée là-bas par hasard. Donc, à l'époque, les offres de stage tournaient au sein des écoles d'architecture. Et moi, j'avais aucune idée de qui c'était. J'avais pas eu l'occasion de travailler sur André puisque j'étais quand même plutôt ingénieur. Mais l'offre de stage m'avait paru intéressante parce que je revenais d'un an d'Erasmus à Naples dans une ville très dense et un stage, passer 2 mois en Ardèche à la campagne, ça me semblait une bonne transition. Et en fait, donc ce qui se passait, c'est que là-bas, j'ai rencontré un vieil homme, il avait 95 ans à l'époque,
Et en fait, on s'est très vite mis au travail. Donc, il faut configurer une maison en pierre dans un petit hameau perdu dans un vallon qui est plus ou moins recouvert de châtaigniers. C'est pas très loin d'Aubenas. Et en fait, dans cette maison, il y a une grande pièce au centre de laquelle il y a une table en bois. Et André s'asseyait là tous les matins. Puis on mangeait, il faisait la sieste, puis toutes les après-midi. Et généralement, il posait une grande pochette verte, il appelait ça une farde, au centre de la table. Et de cette pochette sortaient les planches sur lesquelles il y avait des images qui étaient assemblées les unes avec les autres. Il ne voyait plus très bien, donc il devait s'approcher très près de la feuille. Le nez un peu, mais une fois qu'il avait trouvé, qu'il avait repéré dans son esprit en fait de quoi il s'agissait, c'était très clair, il y avait plus trop de doute. Et en fait, notre travail, donc mon travail à moi et aux stagiaires, la trentaine de stagiaires qui m'ont précédé et qui sont venus après moi, c'était nous on venait avec nos ordinateurs et donc il y avait un travail de digitalisation. Donc à la fois, en fait, on allumait aussi un dictaphone, on enregistrait nos échanges et donc on enregistrait la voix et l'audio. Mais on traduisait aussi ces planches avec des outils comme InDesign pour pouvoir en garder une trace plus simplement. Et nos échanges eux-mêmes, en fait, faisaient partie un peu de la production d'un savoir. Parce qu'André, avec ses planches, en fait, réfléchissait il faisait des démonstrations architecturales. Il assemblait des images, en fait, c'était sa manière de penser. Mais c'était une manière très ouverte. En fait, il engageait vraiment la conversation. Donc, malgré son âge avancé, malgré la sagesse qu'il a accumulée, il était très ouvert aux questions, aux interrogations. Parfois, on poussait un peu dans ses retranchements aussi pour qu'il clarifie des choses. Et c'était un exercice auquel il s'adonnait avec beaucoup de joie et de générosité. Et, et parfois, parfois aussi, il se mettait en colère. C'est-à-dire qu'il y avait des fois des choses en fait, qu'il découvrait et qui le heurtaient, en fait, parce qu'en fait, c'était ce qui lui le rendait joyeux, c'est souvent de mettre en lumière des intelligences constructives. Donc, que ce soit des gestes qui étaient mis en œuvre d'une manière appropriée. Donc, je vais vous dire dans un instant ce que je veux dire par là, par des artisans, des maçons, des charpentiers. Ou alors des processus de conception architecturale qui avaient un sens. Ça, c'est quelque chose qui le ravissait. Et même à cet âge-là, en fait, c'était une joie communicative. Puis il ajoutait des anecdotes qui le faisaient rigoler et on rigolait avec lui. C'était quelque chose de. Mais c'était vraiment justifié, en fait. On rigolait de ce qu'il y avait de joyeux autour d'une démonstration qui, elle, pour le coup, était très suivie et très argumentée. Et donc, quelque chose qui le mettait en colère. Alors, pour vous expliquer ça, en fait, je vais vous dire, ensuite, il y a deux axes, deux points sur lesquels je m'attarde un peu, qui sont les choses que j'ai retenues de ma rencontre avec André. Donc, il y a une question qui porte sur la beauté et la technique, puis ensuite une question sur l'observation et le travail de terrain. Et donc moi, en fait, donc j'ai commencé avec les études d'ingénieur et dès que j'ai commencé à faire aussi l'architecture en tout le cursus, ça m'a semblé un peu de la voie d'issue. Donc je me suis dit, j'aimais pas ce qu'il y avait de technique, ce qui était donc les techniques de l'ingénieur, les techniques constructives. Puis je me disais que les architectes, c'était des gens qui faisaient des belles choses ou qui s'attachaient à des questions sociales. Et donc c'était une manière de fuir le côté technique. Et c'était un raisonnement assez naïf. Et en fait, à mon arrivée chez André, très vite, au bout de quelques semaines, ça s'est littéralement effondré. Alors, à l'époque, on travaillait sur un projet qui s'appelait, donc un projet de manuscrit qui n'est pas encore publié, mais sur lequel l'association Aladar travaille encore, qui s'appelle Le privilège de l'ombre. Et c'est un manuscrit dans lequel il analyse des techniques constructives qui sont mises en œuvre autour de la Méditerranée, disons aussi plus au sud parce que ça va jusqu'au Sahara et qui ont à voir avec la construction de portiques. Et donc, c'est un portique sous lequel on peut s'abriter et se mettre à l'ombre. Et il est étudié aussi bien dans ce manuscrit, il y a aussi bien des portiques qui sont réalisés avec des arcs et des voûtes. Donc, par exemple, les greniers antiques de Ramesseum en Égypte, ou alors certaines réalisations de Brunelleschi dans l'Italie de la fin du Moyen-Âge. Mais il y a aussi des systèmes de poteaux-poutres, comme les temples grecs, les temples romains, ou des ateliers en bois, par exemple, dans des villages en Kabylie ou en Ardèche. Et alors, dans ce livre, André, il opère lui aussi une distinction. Mais donc, c'est pas la distinction comme moi, je pensais en arrivant entre la technique, donc du côté des bâtisseurs et des ingénieurs, et la beauté du côté des architectes.
En fait, c'est une distinction qui fait au sein même des techniques, entre des techniques qui sont utilisées pour des raisons qu'on peut justifier d'une manière relativement simple, toujours modeste et très pragmatique. Et c'est des raisons qui vont être liées au climat, au loi de la pesanteur, à la mise en œuvre des matériaux, à leur disponibilité, à leur coût aussi. Et puis aux usages qu'on va avoir dans les bâtiments qu'on conçoit et qu'on construit. Et puis des techniques qui sont mises en œuvre pour des motivations arbitraires. Alors notamment pour la représentation, pour arriver à un effet monumental, parfois simplement pour la volonté de copier un modèle, donc ce qu'on retrouve dans les académismes et dans les formalismes en fait. On veut la forme en fait, on cherche la forme. Et alors, donc c'est justement là que j'ai vu souvent André se mettre en colère, s'ébouriffer un peu les cheveux de consternation, en fait, surtout quand ces formes d'arbitraire, en fait, il observait dans ses recherches qu'elles avaient été érigées en règles et en normes. Et alors, dans ce projet de manuscrit, donc Le privilège de l'ombre, André retrace la manière dont ces portiques, en fait, donc en particulier le portique en pierre, s'est diffusé de manière de plus en plus arbitraire au fil du temps. Donc, des temples grecs, en fait, où c'est un usage assez limité, donc on a deux colonnes et un linteau en pierre, et comme ça, on établit le portique. Mais ensuite, pour finir à devenir ce qu'on appelle les ordres, donc le dorique, le ionique, le corinthien, qui sont au cœur de pratiques académiques ou formalistes vers l'architecture. Et en fait, on voit la trace partout autour de nous parce que ces ordres, on les retrouve en applique. On trouve ce qu'on va appeler la colonne engagée, donc des colonnes qui sont appliquées au mur, qui n'ont plus aucune fonction structurelle. Donc là, pour le coup, on a perdu toutes les raisons, en fait, les raisons d'être de nos colonnes. Et donc, non seulement il trouvait ça dommage que des techniques aient été utilisées à mauvais escient, mais qu'en plus, elles aient été diffusées de cette manière-là et que jusqu'au point où, en fait, des manières plus raisonnées de construire avaient été oubliées, fixées. Mais voilà, le pendant de tout ça, c'est que, à l'inverse, quand les techniques sont utilisées à bon escient, et ben c'est là qu'en fait l'expérience de la beauté peut arriver. Et donc, non pas du côté de ceux qui veulent faire beau, que ce soit dans le monumental ou même dans des architectures assez ordinaires, on pourrait dire petites bourgeoises, mais c'est pas forcément lié nécessairement à des moyens énormes, mais c'est lié pour le coup à une absence de réflexion. Mais donc, justement, quand on fait en réfléchissant, en opérant et en œuvrant avec un usage raisonné des techniques, alors là, il peut y avoir une expérience de la beauté qui est pas seulement dans le moment où on perçoit l'édifice, mais aussi dans la compréhension qu'on a en fait de tout ce qui s'est passé derrière. Donc, on parleront un peu plus les artisans qui sont ici. Et voilà, donc moi, ça m'a réconcilié avec ça. Et ça a fait s'effondrer cette vision binaire que j'avais entre voilà, ce qu'ils appellent les deux casquettes, ingénieur et architecte. Et puis, il y a une seconde chose, moi, qui m'est arrivée, je vais aller un petit peu plus vite là, c'est l'expérience de terrain et d'observation. En fait, oui, André donc, arrive à tout ça. Donc, dans le privilège de l'ombre, en fait, il y a des dizaines, voire oui, centaines. Enfin, il y a énormément d'exemples, en fait. Des centaines. Et bon, ça, c'est un manuscrit, mais en fait, tout le travail qu'il a fait dans ces années de maturité, en fait, jusqu'à sa mort, c'était vraiment des exercices de réflexion sur la base d'une collection de plein d'exemples d'architecture prises où il pouvait, en fait, qui étaient localisées un peu partout. Il y avait une grande distribution géographique quand même. Et moi, depuis, ça m'a orientée oui, j'ai eu envie en fait de faire ça davantage en fait, d'apprendre à observer, d'apprendre à relever, et non seulement le côté matériel aussi, mais aussi le côté des usages. Et donc ça m'a lancé vers l'ethnographie et de là vers l'anthropologie. Donc voilà, maintenant je suis chercheuse. Ma thèse c'est en architecture, mais je pratique l'ethnographie, notamment l'ethnographie urbaine, et c'est grâce à André. Ouais. Merci. C'est qui? C'est Jean-Jacques, c'est Jean-Jacques, normalement. Un ordre d'intervention. André disait le formel est dans le monument. Ah, non, c'est très bien. On disait, moi, tout à l'heure, j'ai rencontré André et Emmanuel chez eux en 1990. Et donc, à Raphaël, je ne sais pas s'il y a encore des images de Raphaël, ben voilà. Et donc, c'était à l'invitation de Pascal.
Pascal, qui avait rencontré André et Emmanuel déjà un peu plus tôt, il y a quelques années avant, je pense, hein, il y a 3 ans avant, et ils avaient dit que c'était comme plutôt faire une voûte pour offrir un espace ouvert entre les 3 bâtiments qui composaient la ferme Raphaël, l'ancienne ferme. C'est-à-dire que, en fait, quand on rentrait une grande porte, une double porte, on avait un petite ruelle qui descendait, des pavés. À gauche, la maison d'habitation, et à droite, il y avait le four, et un peu plus loin, l'écurie. Et donc, ça, c'était un espace sur un plan qui était ni triangulaire, ni rectangulaire, ni carré. Donc, voilà. Et en plus, il y avait d'autres contraintes à faire passer à ça le cheval. Il fallait que lorsque les voûtes allaient être construites, parce que c'était quand même très, très important. Donc, Pascal et André ont pris en main ces contraintes, donc ils ont décidé de faire les voûtes. Bon, on était 2 ou 3, il y avait un jeune qu'on voit ici, et puis voilà. Et donc, c'était intéressant parce que, au départ, finalement, la demande d'André, c'était juste de créer un espace, par le choix couché, qui était au-dessus de cet espace, qui est maintenant, et attenant à son atelier. Salle de bain. Il n'y avait pas la chambre en ce moment. C'est une salle de bain. Voilà, je sais pas. Alors, je ne sais pas si dans la salle de bain. Non, mais à l'époque, il n'y avait pas, ils ne dormaient pas là encore. Ouais, c'est ça. En tout cas, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que l'idée des contraintes, justement, comme on disait tout à l'heure, porteuses de liberté, je trouve que là, ça se matérialise vraiment parfaitement dans ce cas précis. Et là, il me semble que personne, à ma connaissance, a trouvé que c'est cet endroit-là. Donc, en fait, ça s'impose pas, cet ouvrage s'imposait. Et moi, ça a été vraiment un moment charnière dans ma partie de construction. J'avais débuté très jeune, hein, puisque quand j'avais 8 ans dans un grand bureau rouge à Paris, dans la région parisienne. Il y avait les nouveaux bâtiments, les nouvelles barres qui étaient là, le grand terrain vague. Là, c'était vraiment un espace de jeu extraordinaire. On faisait des buissons, on creusait dans le sol aussi, parce qu'il y avait du sable sous les croûtes de terre, hein, 40 cm, il y avait du sable. Voilà, on faisait des igloos quand il y avait un peu de neige qui arrivait. Et finalement, moi, je me suis trouvé complètement conforté dans cette manière de construire que j'avais pas abandonné. Et en commençant finalement à pratiquer d'une manière plus professionnelle, ben, bien que ce soit encore attiré par les matériaux cueillis, comme on dit, mais qui ne sont pas forcément des matériaux biosourcés dans le ministère, mais des matériaux qui nous tombent sous la main. Et finalement, là, je me suis retrouvé conforté par cette manière de voir le monde d'André. Et c'est vrai que je dirais que la transmission, bon, si on parle de transmission, bien souvent, c'est l'étymologie de transmission, c'est de passer à travers. Hein, c'est ça. Donc en fait, on va prendre des informations, on les digère, on les fait passer à travers nous, puis on les transmet à quelqu'un. Mais lui, il y avait une dimension supplémentaire qui était en fait non seulement de transmettre, mais aussi de permettre. Et ça, c'était très, très important pour moi, parce que je me suis retrouvé dans cet univers où la permission était quelque chose de fondamental, c'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve à construire avec des matériaux qui trouvent comme ces matériaux cueillettes, on construit un peu à la marge, et je dirais qu'on construit la marge en même temps. Et le fait de construire la marge, comme le suggère un philosophe qui s'appelle Olivier Allemand, un scientifique aussi, donne des impulsions. Un biologiste, à l'époque, il était un biologiste. Et lui, il parle de la marge comme étant la partie d'un corps en fait, qui donne des impulsions. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans un banc de poissons, ou alors dans un vol de tourneau. Ce sont les individus qui sont à la marge qui finalement donnent des impulsions et tout est le mouvement. Et donc, je trouve ça très intéressant parce que finalement, la marge, ce n'est pas forcément péjoratif comme quelqu'un qui va faire quelque chose qui finalement est amené à disparaître et à se diluer comme un nuage, ou un nuage, une marge se dilue, c'est pas du tout ça. Et cette manière de travailler qui avait été confortée par la façon d'entrer de transmettre. Et c'était pas. Sa manière de transmettre n'était pas une vérité à céder. C'est vraiment quelque chose qui vraiment on parlait de l'étymologie de transmettre, évoque un passage, un trajet, une traversée. Et alors, la traversée ne se terminait pas en entonnoir, au contraire. Moi, je le compare un peu à la manière dont on est
se mettre derrière un claustrat, finalement, on a toute notre intériorité qui est là, notre intimité, et on regarde à travers ce claustrat, et ça, c'est l'ouverture du monde multiversel. Et c'est ce qu'on peut appeler un peu la simplicité qui exprime la complexité du réel. Et puis après, quand on parle du réel, on se rend compte que le réel est plus difficile à exprimer, parce que nous même le réel, et quand on regarde quelque chose, nos yeux n'ont pas directement cette capacité à juger ce qui est vu, ce qui est observé, mais par contre, ça passe à travers notre corps, à travers le fuite, à travers tout ce qui nous constitue, et c'est ça qu'on transmet finalement. Et donc André avait vraiment du respect, parce que quand je dis de transmettre les choses, finalement, là, c'était des transmissions entre architectes et maçons. On pourrait considérer qu'on n'est pas forcément sur le même niveau d'appréciation, mais je trouvais que sa manière de faire avait beaucoup de respect pour les artisans, ça on en a déjà parlé plusieurs fois, mais aussi même une forme d'humilité envers les gens qui mettaient en pratique les dessins d'architectes. Je crois qu'il était vraiment sensible à une sorte de chorégraphie, finalement, du corps. Les gestes étaient très importants, mais les gestes n'étaient pas figés non plus. C'était comme une chorégraphie, et ça, c'était une beauté, finalement, qui venait dessiner aussi. Tout ce qu'on voit dans l'exposition, on voit les dessins qu'il a fait quand il était en captivité en Allemagne, et donc il a dessiné ses compagnons de captivité, et on voit ces gestes. Là, il était très jeune à l'époque, et il a vraiment su quelque chose de particulier qu'il a gardé vraiment. Et il y a aussi une autre joute dont je l'avais fait pour eux, c'était dans cette maison de Grèce. Pour ceux qui étaient là hier à la conférence de Manon, on parlait de cette salle de bain. Et en fait, il est vrai qu'au départ, on en a parlé à Raphaël. Il avait commencé à faire un croquis de ça, un dessin, et ils m'ont demandé si je voulais bien venir là-bas la fabriquer. Donc j'ai dit oui, mais quand on est arrivé là-bas, finalement, le contexte était très particulier, puisqu'on était là, on était en réel. Je rentrais dans une maison qui était commencée, et le dessin figurait des tranches obliques, un peu comme ce qu'on a fait dehors, là, avec les briques de terre crue. Mais ce qu'on a fait dehors avec les briques de terre crue, c'est un sens très particulier, très. C'est-à-dire qu'on doit mettre ces briques en tranche oblique parce qu'on a la capacité de colle du mortier qui est un peu limitée, donc partir de la verticale, généralement, c'est pas un risque. Donc, on va reculer comme ça pendant très longtemps, donc il faut vraiment prendre cette précaution de partir en oblique de façon à ce que le frottement soit supplémentaire au frottement quand on est à la verticale. Et là, en arrivant là-bas, finalement, bon, moi, je ne savais pas quels matériaux on pouvait trouver sur place. Donc, je me suis rendu compte qu'on pouvait trouver les matériaux que j'attendais, des briques cuites de petite dimension, mais on entend très peu ici. Hein, pour la route Raphaël, on est obligé de couper des grosses briques de 5, 20 et 40 en 4 pour avoir des briques qui se tiennent bien dans la main. Et là-bas, par contre, on en trouve encore, et puis il y avait du place. Hein. On peut en trouver en Espagne. Il n'y a pas que le capitalisme français. Oui, le capitalisme aussi, c'est vrai, mais bon, là, mais c'est vrai qu'en Grèce, on trouvait, à l'époque, on trouvait ça depuis une vingtaine d'années, ça avait mal été fait. Donc, on trouvait des briques et du plâtre. C'était parfait, mais du coup, les tranches obliques n'avaient plus du tout d'importance, puisqu'on pouvait coller des briques à la verticale. Ça aurait été un dessin, ça aurait été uniquement pour recherche d'esthétique, ce qui n'était pas du tout la date d'André. Et donc, on a pu mettre une tranche verticale et donc reculer comme ça. Et puis, de toute façon, c'était beaucoup plus pratique comme ça, parce qu'arrivé sur le fronton, il aurait fallu reverticaliser le fronton, ce qui n'était pas tout trop intéressant. Et donc, finalement, cette discussion-là a eu lieu, mais sans aucun problème. Et il avait cette souplesse qui permettait effectivement d'interpréter ses dessins, de mettre en pratique quelque chose qui n'était pas exactement ce qui était dessiné, mais ça n'avait pas tellement d'importance finalement. Donc, ce n'est pas uniquement une anecdote, mais ça montre bien la souplesse qu'il avait, la capacité surtout de faire confiance à la personne qui allait mettre en œuvre ce que lui avait dessiné et ce que lui, Emmanuel, avait décidé d'ajouter finalement. En fait, je trouve que dans sa manière qu'il avait d'enseigner, de transmettre,
il y avait une espèce d'enrichissement mutuel quelque part. Et toujours, comme on voit, c'est une question populaire, parce qu'il y a un enrichissement mutuel qui permettait à lui et à l'artisan, Pascal, de pouvoir s'apporter quelque chose, des compétences respectives et qui pouvaient enrichir les personnes. Alors c'est marrant parce que quand on parle, chaque fois que c'est bien, on parlait avec Pascal du langage du corps, donc cette espèce de chorégraphie qui peut durer une personne ou plusieurs personnes, mais ça me fait penser aussi au langage de la musique, avec les polyphonies. Alors en français, ces polyphonies qu'on appelle les barbares, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ça, et c'est un style musical qui est né aux États-Unis au fin du 19e siècle. Et en fait, ce sont 4 voix, ça peut être 8 personnes, donc 4 voix différentes, il y a le lead, voilà. Et puis, la particularité, ce sont des harmonies qui grincent, c'est-à-dire presque des antagonismes, qui viennent grincer, qui viennent vraiment frotter très très proche l'une de l'autre. Et finalement, quand on arrive à vraiment harmoniser tout ça, eh bien, on arrive à quelque chose d'absolument fantastique. On entend vraiment des vibrations très particulières qu'on peut difficilement entendre avec des arrangements différents. Donc moi, ça me fait penser un petit peu à ça, cette polyphonie du corps. Je cherchais tout à l'heure comment on pouvait dire une polyphonie du corps, parce que c'est probablement une chorégraphie à plusieurs, en tout cas. Et ça, c'est vraiment, pour moi, ce sont un peu les forces à l'œuvre du monde, en fait, qui créent la forme du monde. Et ça, c'est très important, que ce soit dans la danse, que ce soit dans la musique, que ce soit dans l'architecture, dans la construction. Voilà. Donc, c'est ça. Pour ma part, c'est ce que j'ai puisé dans ces moments que j'ai passé avec André et Emmanuel, que ce soit chez eux, que ce soit en Grèce. Et c'est ce que j'en retire, ce qui m'a permis d'aller plus loin en fait, dans ma pratique et d'oser des choses, pas oser. Si je n'avais pas fait cette rencontre importante. Est-ce que vous voulez qu'on réagisse c'est le débat après, hein. Après, je pense. Oui, après. Oui, après. C'est qui la suite? C'est Pascal. Voilà. Je vais enchaîner sur la friction plutôt que la fiction, puisque vous cherchez des références dans une école d'architecture qui est quand même en déshérence. Donc, la friction, c'est Miguel Benassaya qui vous propose ça comme angle pour approcher le réel, plutôt que les dénis et les fictions de nos sociétés industrielles. Et moi, pour ma part, comme charpentier d'abord et comme maçon, j'ai utilisé très vite ce qu'on appelle une ligne de trappe. C'est-à-dire que dans le dessin qu'a proposé de regarder et d'observer Philippe Lowers, que je suis censé un petit peu remplacer, il y a cette première ligne qui correspond à un dessin. C'est-à-dire qu'un dessin, on peut l'écrire DE, 2SEIN, mais on peut l'écrire aussi DE, 2SIN. Et en fait, pour moi, le dessin, la coupe sont les enseignements primordiaux que j'ai reçus et qui sont venus résonner dans ma culture de charpentier et de maçon, dans la mesure où pour réaliser quelque chose, un objet qui est censé être de l'espace, créer éventuellement du franchissement, on a besoin d'une référence première et que le premier geste qu'on fait quand on fait une ébure de charpentier, quand on fait un escalier, puisque je suis censé parler d'un escalier, puisque c'est le cadre qui m'est imparti, eh bien, je vais me contenter de ce cadre. C'est un peu difficile pour moi, mais je vais continuer. Donc, quand on trace un escalier, on a besoin des hauteurs. Et donc, de la même façon que ce que vous propose Philippe Lowers, d'observer la pertinence de ce premier trait horizontal, il y a une intelligence à se conformer et à consentir au réel. Donc, ça rejoint ce que dit Benassayag et bien d'autres philosophes, effectivement. C'est-à-dire qu'on peut, plutôt que s'évaporer dans les aléas de la Renaissance occidentale, revenir à des bases qu'a évoqué très bien Jean-Jacques sur, ça peut être la musique persane, ça peut être Courbet au moment de la Commune de Paris, ou les zapatistes, ou les Colombiens aujourd'hui, les femmes indigènes, ou Angela Davis.
C'est-à-dire, je me permets de dire qu'il faut quand même poser des paradigmes fondateurs. Je pense qu'André Ravero, en tout cas dans ce que j'ai ressenti moi en venant chez lui pour travailler de manière informelle, disons, même si ce n'était pas la précarité et l'informalité, c'était quand même à l'époque béni, je dirais, des marges de cette société du marché. D'accord? Je vais dénoncer en fait le fait que, aussi bien pour M. Colzani, qui était l'architecte du Val d'Aran, que André Emmanuel Roche, j'ai travaillé, on appelle de manière informelle. Je n'ai pas, donc, pour l'instant, pu bénéficier d'une retraite malgré les cotisations sociales que j'ai versées depuis. Donc ça, c'est des petites apartés, mais ça participe de la marge financière qui se retrouve dans la création. Je le dis volontiers parce qu'aujourd'hui, les académistes, on a bien vu, vous perdent en route parce que vous n'avez pas accès au réel. On l'a évoqué pour l'ombre dans ce super ouvrage, mais aujourd'hui, offrir de l'ombre, c'est comme ça que j'ai commencé avec le groupe Monument en Corse, qui étaient des autonomistes qui construisaient avec la terre corse, mais c'est la même chose que j'ai partagé avec des travailleurs agricoles de Grenade ici qui ramassaient des pommes et qui faisaient des briques de terre crues pour le centre de terre de Joseph Colzani à La Valette. Donc avant d'arriver chez André Ravero, j'avais une expérience politique effectivement je dirais pas insurrectionnelle, mais de mise en perspective de l'impasse en fait de tout ce qui nous contraint aujourd'hui politiquement. En fait, dans les années 80, c'est quand même important de le dire, on avait des années de plomb en Italie, on avait fini l'histoire de la bande à Bader et on avait commencé à essayer de nous terroriser avec les Arabes. Donc c'est une histoire ancienne. Le sionisme n'était pas aussi bien élucidé qu'aujourd'hui. Il y avait une sorte de chape de plomb culturelle et politique. Et l'intérêt pour moi de rencontrer André Ravero, c'était de voir sa capacité, cette sensibilité qu'il partageait avec Manuel Roche, qui faisait des photos magnifiques, à nous offrir une autre lecture du monde qu'on était en train de nous désigner comme coupable. Je le dis volontiers. Donc, l'Algérie des années 60, c'est l'Algérie de la post-colonisation française. C'est aussi l'Algérie des rencontres anti-apartheid, c'est l'Algérie des Cubains, c'est l'Algérie, je disais, des Black Panthers et de Angela Davis, et donc de Frantz Fanon, etc. Donc, en fait, il y a un vrai bain culturel émancipateur, décolonial, qui préside à tout ça. Alors, peut-être que ça vous paraît un peu loin du sujet qui est l'escalier, mais je vais y venir. L'escalier, c'est justement l'objet qui faisait gap, je ne sais pas comment dire en français, mais qui faisait l'impasse dans l'aménagement de cette pièce qui devait être l'atelier. Et quand je suis venu le voir et que j'ai rencontré Manuel et André sur leur super terrasse en Ardèche, ils m'ont fait d'abord goûter et apprécier une intelligence qui n'était pas locale puisqu'ils l'avaient importée du Mzab. C'est-à-dire qu'on était sur une terrasse, aménagée Manuel, et on était super confortable dans le crépuscule ardéchois de l'été. Et donc, on avait le bénéfice climatique qu'ils avaient donc décrit, analysé et proposé au monde, en fait, en réaction aux enfermements des mouvements architecturaux modernes et postmodernes. Donc là, j'ai eu le goût d'emblée de travailler avec ces gens-là. Ils m'ont fait confiance et on a dit qu'on allait faire un peu comme des enfants, c'est ce qu'a un peu évoqué Jean-Jacques, on allait jouer à faire un escalier. Dans la façon de se concerter et de faire connivence ensemble entre l'architecte qui veut aller de tel endroit à tel autre, et ben, il m'a dessiné très rapidement sur une feuille de papier, il m'a dessiné cet escalier et je reviens sur la notion de dessin, je dirais érotique très volontiers, où ma libido s'est immédiatement emparée de l'objet en me disant mais je ne comprends pas, mais j'ai envie de le faire. Donc il y a une sorte de confirmation, pour les inscrits de Jean-Jacques, quelque chose en résonance très empathique, c'est-à-dire qu'il m'a proposé de réaliser cet objet, alors absolument pas dans les critères académiques que j'avais appris et dont j'étais imprégné.
les formules de Blondel, je vous en passe, le balancement des marches, je vous passe, et tout ce qui me heurtait de ma jeune expérience, j'ai accepté du fait de cette empathie et de cette résonance d'être que je ressentais, et qui fait que j'ai osé m'aventurer dans la robustesse de ses convictions et qui n'était pas académique, parce qu'aucun menuisier ou charpentier ne fait des escaliers comme ça. Donc, il a fallu que j'accepte de renoncer à ce que je croyais savoir. Donc ça aussi, ça fait partie, je pense, de l'enseignement que je garde d'André Emmanuel, c'est-à-dire cette empathie profonde pour la création et pour laisser advenir une pertinence. Et c'est très délicat, effectivement, de faire un enseignement là-dessus dans un monde académique. Puisqu'en fait, l'idée, c'est de se mettre en jeu et d'oser, un peu comme dans le monde du vivant, puisqu'on revient à Olivier Hamon, oser la robustesse de cette métisse, on dirait la métisse artisanale, plutôt que perpétuer le professionnalisme et les a priori ou le côté péremptoire, j'irais jusqu'à dire fasciste, de certaines écoles qui veulent absolument imposer des méthodes. Donc, dans la complexité, parce qu'on est dans le post-Edgar Morin, évidemment, donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de apprécier la complexité et apprécier l'inconfort que ça représente de se retrouver dans ce moment de création. Ça veut dire conjuguer des antagonismes, là, ce qu'a évoqué Philippe Lowers dans son petit texte, c'est exactement ça, c'est comment on accepte d'être imprégné de toutes ces contraintes qui antagonent, si j'ose dire, et faire que dans cet inconfort premier, on va se laisser, on va ne rien faire et laisser advenir tout d'un coup peut-être une piste de gestes, une piste d'objets, un design. On va réagencer les matériaux, on va réagencer les besoins, on va réagencer la trajectoire. Par exemple, là, dans la trajectoire de cet escalier, il y a deux virages, donc je ne sais pas si on le voit très bien, mais en fait, c'est quelque chose d'un peu compliqué. Donc moi, j'ai adopté cette méthode, je dirais, que André Ravero et Emmanuel Roche nous proposent à l'appréciation. En fait, on a pu utiliser donc bon, les formules, c'est toujours pareil, il faut une hauteur, un chiron, et au lieu de balancer comme on le fait dans les escaliers, je dirais, traditionnels de la charpenterie ou de la menuiserie occidentale, là, on a, je dirais, interprété la mémoire qu'avait André de ces escaliers du MZAB qui sont extrêmement resserrés. Donc, la reculée de l'escalier est extrêmement faible. Donc, l'encombrement, si vous voulez, pour ceux qui ne connaissent pas, l'encombrement, l'échappée, c'est l'endroit où on se casse pas le front ou la tête quand on descend ou quand on monte. C'est aussi des contraintes. En fait, tous ces éléments, il faut vous en imprégner. Et c'est cette méthode-là que je trouve absolument jubilatoire. C'est-à-dire qu'accepter de renoncer à ce qu'on sait et ce qu'on projette, c'est une méthode pour créer des pertinences qui sont à la marge, effectivement, des académistes. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu délicat de parler de ça dans une école d'architecture où on vous enseigne, curieusement, on vous enseigne des normes, on vous enseigne des consignes et on vous enseigne des règles. Alors que là, l'artisanat, si vous voulez, on pourrait l'imaginer comme la possibilité d'un après l'industrie. Enfin, moi, c'est ce que je défends aujourd'hui. Et donc là, l'exemple du Val d'Aran est assez criant de ce point de vue-là. Mais cet escalier-là, c'est pour moi une sorte de manifeste un petit peu de la non-représentation, du non-spectaculaire, du non-performant. Et pour revenir au paradigme proposé par, je vais rebondir sur Olivier Hamon, qui nous a beaucoup nourri, enfin en tout cas, nous en tant qu'artisans, il nous nourrit, parce qu'il évoque la notion de robustesse, plutôt que la notion décrite sur la spectacularisation de nos mondes vus par Raoul Weinheim, pour ceux qui connaissent, où en fait tout est spectacle, où tout est image. Et en fait là, en fait, ce qui se passe là, c'est qu'il y a, je parlais d'érotisme tout à l'heure, parce que dans le mouvement, dans un escalier, il y a un soin des corps
à pouvoir se mouvoir, s'élever et redescendre avec une satisfaction, une satiété qui ne correspond pas à des critères de normalisation, des critères de, j'allais dire, normés ou institutionnels. Vous voyez, donc là, il y a une piste vers l'incommensurable, je dirais comme ça. Si vous acceptez de renoncer à ce qu'on vous enseigne dans les écoles d'ingénieurs ou les écoles d'architecture, vous allez découvrir les champs que l'artisanat vous promet. Je fais un peu ma sirène, mais en gros, il y a des possibilités de vous émouvoir, de développer ce que des femmes zapatistes appellent des résistances affectives à ces pédagogies de la cruauté dans lesquelles vous baignez dans les écoles, dans les instituts et dans notre société en général. Donc moi, je vous invite à faire ces expériences de la marche, de l'audace et de découvrir les satisfactions que ça procure. C'est-à-dire que vous allez trouver des joies, donc on appelle ça la sérendipité, c'est-à-dire que dans la mesure où vous acceptez de vous confronter à un réel qui vous dépasse, vous allez avoir des joies que vous ignoriez et sur lesquelles vous ne pouvez rien projeter. Mais ça demande de sortir du paradigme assurantiel, enfin, je ne sais pas, la MAF, toutes ces, depuis la Lloyds, si vous voulez, et les principes, parce que le principe de l'assurance, c'est un principe colonial. D'accord que quand on a commencé à coloniser et à brûler les sorcières, dans les derniers travaux féministes, on voit ça, la collusion entre l'oppression et la domination patriarcale, les aventures coloniales et donc l'apparition du capitalisme. Donc, en fait, de tous ces points de vue-là, on est effectivement allé assez loin dans le chaos et il est temps aujourd'hui de se mettre un peu en route, de bifurquer de ces paradigmes, de ces impasses et de s'aventurer dans ce qui serait un soin collectif, c'est-à-dire une curiosité, et ça aussi c'est très important, la capacité de confirmation à la curiosité que nous ont transmis et qu'on aimerait vous transmettre, évidemment, de Manuel Roll et André Ravero. Et voilà. Vous ne pouvez pas l'imaginer autrement. Donc, Maya, je te passe le relais et je voudrais que tu nous expliques, puisque tout ce que nous a expliqué Jean-Jacques et Pascal, tout ce qui est contenu dans la fréquentation du travail des Ravero et de proches, de richesse, est-ce que ça fonctionne? Je voudrais que tu nous expliques dans ces méthodes de travail, vraiment concrètement dans ces méthodes, dans ces processus de fonction. Alors, et sa démarche, ouais. ici, prenez. Quand Philippe Lowers nous a envoyé son papier, moi, de mon côté, j'avais aussi réfléchi. Et quand il a lu enfin, quand il nous l'a présenté, je me suis dit, mais c'est pas possible parce que moi, de mon côté, j'avais pris quelques notes là qui sont sur mon petit carnet. Et en fait, il a mis en avant un mot que moi, j'avais aussi isolé, c'est la contrainte. C'est-à-dire le fait de partir de la contrainte pour créer une esthétique. Et bon, c'est peut-être pas étonnant, puisque, à mon avis, c'est vraiment la base de sa réflexion. C'est-à-dire que il va s'inspirer, alors il va définir toutes sortes de contraintes, et il y a les contraintes que nous impose la situation dans laquelle est l'architecte et bien sûr ceux pour qui il construit, c'est-à-dire le climat, c'est-à-dire les matériaux, c'est-à-dire les usages, c'est-à-dire toute la manière dont les gens fonctionnent dans une société. Ça, c'est des contraintes qui sont imposées, on va dire, extérieures. Et après, il y a les contraintes que lui se donne. Et dans ces contraintes-là, et dont je pense que l'architecte doit se donner aussi, c'est les contraintes, par exemple, par rapport au soleil. Moi, je vois ce qui m'a marqué chez André, c'est qu'il a toujours essayé de faire en sorte qu'une salle de bain soit exposée à l'est.
Pour lui, c'était inimaginable qu'il n'y ait pas de soleil, que le soleil du matin n'arrive pas dans une salle de bain. Voilà, c'est le type de contrainte qui me semblait importante à définir. Ou alors, par exemple, l'intimité, préserver l'intimité des gens, que ce soit dans des pays où cette intimité, on en discutait, est vraiment très importante, mais même en France. C'est-à-dire qu'il a étudié ces bâtiments de façon à ce que les voisins ne puissent pas regarder visuellement chez les personnes pour qui il faisait. Voilà, c'est tout ce type de contrainte. Et donc, pour pouvoir travailler efficacement, en fait, étudié, il a étudié les bâtiments, comme on le disait un peu ce matin et comme on en a discuté déjà lors d'autres échanges, il a étudié les bâtiments qui existent, c'est-à-dire tout le patrimoine architectural, de façon à voir comment, dans le temps, tous les constructeurs euh, avaient réussi à résoudre les questions qui pouvaient se poser par rapport au climat, par rapport aux matériaux, etc. Donc, c'est l'étude de l'existant, que ce soit dans le passé, mais aussi parmi ses contemporains. C'est-à-dire qu'il était extrêmement curieux de ce que faisaient tous les autres architectes. Et pour ça, pour pouvoir se renseigner, il a fait une collection d'images absolument phénoménale que Aladar a mis à inventorier, notamment Jeanne-Marie qui est là, notamment Marianne qui est ici. Et donc, il avait des centaines de dossiers dans lesquels il collectait et rassemblait des images, mais de absolument tout. Par exemple, ça pouvait être des images d'hommes politiques. Et à un moment donné, on avait Giscard d'Estaing, par exemple, parmi les images de Giscard d'Estaing, en train d'essayer de s'asseoir en remontant son pantalon parce qu'il avait du mal à s'asseoir sur une chaise avec un pantalon serré. Et ça l'a aidé à illustrer toute une réflexion sur le siège, et notamment sur le siège au sol. Donc voilà, il utilisait mais tout type de support, c'est-à-dire que ça pouvait être des cartes postales, ça pouvait être comment on peut dire, des, j'arrive pas à trouver les termes, des agences de voyage, des documents que font les agences de voyage pour promouvoir différents pays. Ça pouvait même être des livres qu'on m'avait achetés et enfin qu'on m'avait offert pour mon anniversaire, par exemple, je pense à un livre sur Marco Polo. Et bon, il avait jugé que finalement, comme je l'ouvrais assez peu, lui, ça lui serait très utile. Et un jour, je l'ai ouvert et j'ai trouvé plein de trous parce qu'il avait découpé des images pour les mettre dans sa base de données. Donc, en fait, c'était une base de données avant l'heure qui était composée de tout ce qu'il pouvait. Et notamment, bien entendu, sa complicité avec Manuel, qui était photographe, était très grande puisqu'elle alimentait toutes ses réflexions par ces images. Et puis, il y avait aussi tous ses dessins. C'est-à-dire que partout où il allait, il prenait des croquis de ce qu'il voyait. Et en fait, c'est Capucine, je crois, qui a dit qu'il lui avait appris à observer. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense qu'on a tous ressenti ça quand André faisait une démonstration ou une conférence. Quand on ressortait, on se disait, oh là là, mais ah oui, mais il y a ça. Et parce que, en fait, il était en permanence en train d'analyser tout ce qu'il avait autour de lui et de se poser la question de savoir, donc, ce que je vois, est-ce que c'est pertinent ou est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que moi, je pourrais éventuellement en tirer un enseignement par rapport à ce que je pratique quotidiennement ou pas? Est-ce que demain, peut-être que ça pourrait me servir? Et l'autre exemple qui m'avait marqué, c'est qu'une fois, on est allé chez le médecin, parce que quand il était âgé, malheureusement, on y allait souvent. Et donc, en arrivant dans la salle d'attente, il a regardé autour de lui, il m'a dit, oh là là, mais il n'y a pas un seul matériau qui ne soit pas synthétique ici.
moi, franchement, je ne me suis pas posé la question. Donc, à chaque fois qu'il allait dans un espace, il analysait tout ce qu'il voyait. Autre, comment on peut dire, autre anecdote, il avait un ami qui devait faire un trajet régulièrement et ça lui cassait un peu les pieds de passer des heures en voiture à faire un aller-retour entre deux villes. Et André lui a dit, ben, écoute, ce que tu n'as qu'à faire, c'est que un jour, quand tu fais le trajet dans un sens, tu regardes toutes les fenêtres et tu compares chacune des fenêtres. Et puis la fois d'après, tu regardes toutes les toitures. Et la fois suivante, toutes les cheminées. Et ainsi de suite. Et au final, comme tu les auras comparées les unes aux autres, tu pourras établir des règles qui te permettront après de réfléchir à ce que c'est qu'une fenêtre, à ce que c'est qu'un toit, etc. À pourquoi on les a fait comme ça à cet endroit-là, comment ça s'inscrit dans l'histoire, etc. Voilà. Donc, pour moi, je pense que la méthode d'André, c'est définir des contraintes, c'est se donner des contraintes, parce que enfin, c'était la base le point de départ de son travail. C'est quelles contraintes, c'est de les écrire, c'est de les penser, c'est de les dessiner et d'alimenter sa réflexion avec ses observations et avec des images et des écrits, parce qu'aussi il lisait quand même beaucoup. Donc je pense que en gros j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Voilà. Ouais. Salut. Tu veux introduire? Je préférerais peut-être que tu conclues complètement. D'accord. Est-ce que tu considères que ce que tu vas dire peut être objet de débat ou est-ce que tu veux qu'on ait un débat préalable avant de conclure? Non, moi, ça peut être un objet de débat, c'est pas défini. La réponse, elle est claire. Mais c'est pas pour moi. Je pensais que c'était un chapeau qu'il a fait. Bon, Ah non, non, c'est pas une conclusion. D'accord. Allons-y, donc à toi. Ben, je vais essayer de. Alors, l'idée, c'est un témoignage de ce qu'on a vécu, appris, etc. Euh, alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc moi, je l'ai rencontré en 92, première conférence en fait, première conférence, premier événement de l'ensemble de ce que l'on a fait entre 92 et 2018 en termes d'activité, communication, conférences, expositions, etc., etc. Donc en fait, c'est quand même c'est assez significatif. Ensuite, il m'avait été recommandé, je dois le dire, par Alain Klein, pour ceux qui le connaissent, d'inventaire, soufflé l'idée en disant il faut absolument qu'il y ait un. Bon. Et le suivant, c'était Roland Simounet, pour ceux qui le connaissent. André, parce que déjà il était un peu fatigué, c'est André qui l'a appelé, moi je l'ai poussé un peu, hein, pour qu'il appelle pour le convaincre de descendre à Toulouse, qu'il a fait. Donc il y avait une certaine. Et entre-temps, il y avait eu Elie Mouyal, alors ça je ne sais pas si. Architecte qui a construit en terre au Maroc, avant de construire des tours. Hein. Bon. Bref. Alors, mais il a fait ces maisons en terre, pour ceux qui connaissent, c'est admirable. Hein. Du technique, proportion, c'est. Et d'ailleurs, il a fait. Il avait fait une conférence, je parle d'Elie Mouyal, c'était très très clair, hein, son enseignement. Bon, bref. Donc, ensuite, j'ai dit tout à l'heure qu'on a eu moult occasions de rencontres à Toulouse, à Raphanel, après, avec Manuel aussi, parce que tout ça, Manuel était non seulement photographe, ça n'a pas été dit, donc je me permets de le dire, oui, mais elle écrivait magnifiquement, avec un ouvrage qu'elle a titré L'Algérie, mes yeux, tardivement, qui était, oui. Il y a un amour là-dedans, une poésie extraordinaire. Qui va bientôt sortir. Qui va bientôt sortir, donc c'est jamais trop tard, c'est vraiment magnifique, et qui était aussi psychologue. Hein. Bon, enfin, plein d'activités, mais d'une poésie. Bon, bref. Donc, tout ça, ça marche ensemble quand même. Enfin, je veux dire, ça marche ensemble, si j'ose dire. Bon, bref. Après, ce matin, je me suis dit, bon, il faut que je regarde, je vais rouvrir les bouquins, comme j'ai dit tout à l'heure, pour essayer de me mettre dans le coup un peu, parce que ça fait quand même longtemps que je ne les ai pas vus.
Et puis réfléchir sur quelques notes pour maintenant. Et là, je me suis aperçu que, en quelque sorte, il avait eu probablement, on ne sait pas toujours quelle influence on reçoit, mais une influence considérable, euh, possiblement, hein, mais je le crois, du fait que justement, c'est peut-être une personne que j'ai rencontrée assez tôt. Cette influence, je vais le détailler un petit peu, la nature de cette influence, je pense, se manifeste notamment, peut-être, dans la revue Poésis, dont je dis souvent, mais là, je viens de réaliser en vous écoutant, la revue Poésis, qui est donc ancienne, mais elle est toujours, c'est pas une revue d'actualité, c'est pas un magazine, si vous voulez, donc elle est toujours disponible pour certains numéros. C'est 94-2004. Vous voyez, c'est un peu ancien. Mais ce que je dis souvent, c'est qu'on est parti d'une appréhension esthétique, entre guillemets, je précisais le sens du mot au départ, de l'architecture de la ville, etc., et que progressivement, de numéro en numéro, on a fini par, j'ai fini par comprendre, je veux dire, et comme je pilotais le truc, que cette esthétique, qui veut dire aesthésis, ça vient d'asthésis en grec, qui veut dire tout simplement sensible. Donc il faut déminer le terme esthétique, je vais y revenir, était en réalité dû aux moyens de production, au mode de production, à la société, à la politique. Donc je suis assez en phase avec tout ce qui a été dit par tous. Là-dessus, il n'y a pas de... Et même politiquement, parce que au fond, chez André, effectivement, il y a beaucoup d'une attitude politique, même si je ne développais pas dans les mêmes termes et en nommant, mais au fond, c'est très, très fondamentalement politique. Il y avait une humilité, une vue qui partait toujours du sol bottom-up pour développer toucher à l'universel, mais à partir des choses les plus concrètes qui soient. C'était le propre de la poésie, d'ailleurs. Bon, alors, après, je suis enseignant, donc j'essaye de fonder un petit peu ma pédagogie en théorie et puis en projet sur quelques repères essentiels. Enfin, pour moi, qui m'aident beaucoup, si elles n'aident pas toujours les étudiants, mais ce que j'espère. Et donc, j'ai essayé, dans la petite note, je me suis rendu compte que le triptyque de Vitruve que les architectes qui ont subi l'enseignement un peu théorique à l'école connaissent, c'est-à-dire, vous savez, enfin, le terme latin, alors moi je renverse les deux premiers termes, utilitas, firmitas, vedustas. Donc en fait, après il y a plusieurs traductions, mais en fait, on dirait aujourd'hui l'usage, la construction et l'harmonie, ou l'esthétique, mais c'est le terme est problématique. Et donc, en reprenant ces termes-là, euh, donc, alors, je pense que pour Ravero, on peut reconsidérer. Alors, ces termes-là, pardon, ceux qui n'ont pas exactement en tête, pour une raison ou pour l'autre, traversent toute l'histoire de l'architecture, toute l'histoire des traités, Alberti, jusqu'à Le Corbusier, Valéry, tout le monde revient toujours sur cette espèce de triade avec différentes traductions. Donc, c'est vraiment un repère je pense, très utile sur le plan théorique. C'est censé, comme le bonhomme ampère qu'on apprend à l'école, avoir trois dimensions fondamentales. Et pour André Ravero, en quelque sorte, parce qu'on a eu pas mal de discussions là-dessus, donc je suis toujours dans le témoignage, parce qu'on a eu des discussions là-dessus, et on a eu, sur son rapport à l'esthétique, je dis comme ça justement pour le propos, et puis on a eu aussi, je me souviens d'une discussion où je discutais un petit peu son attitude assez réactive par rapport à tout ce qui était architecture, de l'histoire de l'architecture, un peu académique, un peu historique, enfin, etc. Et il avait pas une réflexion, le mot est, mais quand même une réaction assez très vive par rapport à ça. Et moi, ça me gênait un peu parce que je disais, mais tu vas risques de tomber dans une forme de dogmatique, d'exclusif, qui n'est pas tout à fait, c'est plus complexe que ça. Enfin, bref, c'est pas ce que je lui disais. Par contre, de façon très surprenante, alors que je le discutais très nettement, il s'est tourné vers moi, il a dit, est-ce que tu es d'accord? Je te demandais de me faire la préface de mon prochain livre dont tu as parlé, ou je sais pas. Oui, C'est-à-dire, oui, oui, oui.
Donc, quand il y a une demandeur qui dit, mais moi, j'ai promis, je le fais. Hein. Mais c'était quand même remarquable que quelqu'un qui fait tant d'efforts et qu'on vient discuter, un petit bonhomme, un petit mec comme ça, vient discuter les thèses, de réaction, fais-moi la préface. Ça, moi, je trouve ça assez remarquable et symptomatique. Bon, donc, maintenant, je vais essayer, mais vous m'arrêtez si je suis trop long, parce que j'ai peur de ne pas être toujours assez clair. Je vais essayer de resituer, parce que ça n'est peut-être une question qui peut se poser à certains, c'est resituer un petit peu la pensée d'André Ravero par rapport à les questions pédagogiques, les questions aussi théoriques, éventuellement à travers l'histoire de l'architecture. Je pense que c'est important peut-être de savoir comment il se plaçait. Et j'ai un ami avec qui on a beaucoup travaillé, qui est un historien de l'architecture, pour ceux qui connaissent William Curtis, qui est bon, de langue anglaise, mais il a été traduit, et qui me disait une chose que je trouvais un peu dure, mais je vais pour justement le contester. Il disait, mais André Ravero, parce qu'on les avait invités ensemble aussi, c'est le dernier élève de Viollet-le-Duc. Mais tout à fait. Tout à fait. Eh bien, moi, je dis non, et je vais essayer de expliquer pourquoi. Bon, alors, pour André, il s'agissait de ramener, je reprends un petit peu mes notes, c'est-à-dire toute la réduction à la rationalité. Moi, Viollet-le-Duc, je ne suis pas très fan. Bon, bref. Ton explication, Stéphane, parce que là, Pardon? donne-nous ton explication, parce que là, tourne. Alors, pour André, il s'agissait en fait finalement, si on prend les trois termes, hein, utilité, construction et Vénustas et harmonie, il s'agissait de ramener en fait l'architecture aux deux premiers termes. Et en fait, esquiver toute problématique qui vise l'esthétique, en fait. Ah, je suis pas d'accord avec toi, mais bon, on en discutera pendant le débat. Pendant le débat. Parce que je suis minuté, donc Oui, on en discute. Pas mettre Donc- l'esthétique comme la contrainte. L'esthétique ne fait pas partie des contraintes. La recherche esthétique ne doit pas faire partie des contraintes. Je suis d'accord, mais On en Donc, discutera pendant le débat. laissons-le poser sa thèse et ensuite on débat. Oui, oui, oui. on discutera après. Bon. Alors, donc, donc, il s'agissait de ramener à ses fondements rationnels et polyéthiques, au sens de préciser, à la fois dans l'usage et la construction. Rationnel, car il souligne toujours la raison des choses, donc ça c'est son côté Viollet-le-Duc, si on veut, et poétique, mais non seulement au sens de la poétique grecque, c'est-à-dire qu'il vient du faire, tout ce qui est l'expression du faire, mais également parce qu'il le fait toujours en vue d'une fin humaine et temporelle, soit la vie, la nature, rendue sensible à travers son architecture, au sens actuel et courant de poétique. Donc ces trois dimensions, André semblait à première vue privilégier les deux premières au détriment de la troisième et dernière. Il s'agissait pour lui de ramener l'architecture à ses fondements, bon, je viens de le dire. Il s'agissait donc de dégager la raison d'être de tout ce fatras, je mets entre guillemets, formel, symbolique, voire signalétique, du langage, des formes culturelles, de l'historicisme et bien sûr de l'éclectisme stylistique qui atteint son comble à la fin du XIXe siècle. Vous allez voir pourquoi je précise ça. Mais le paradoxe qu'il reconnaît, ça c'est les premières discussions, le paradoxe qu'il reconnaissait lui-même était que cela était inspiré par sa perception esthétique, soit sensible, puisque aesthésie, ça veut dire sensible simplement. Donc, si vous acceptez d'entendre ce terme esthétique au sens de sensible, je pourrais le remplacer carrément, ce serait plus simple. Mais ce paradoxe, c'est tout simplement qu'il s'agit précisément de la perception sensible de la vérité de la vie, des conditions sociales, climatiques, et que c'est la manière dont elle s'exprimait à travers la sensibilité. Ce qu'il condamnait, bref, c'est sa perception esthétique de l'architecture qui l'a mené à lutter toute son existence contre la visée esthétique. D'accord. Oui, bon, donc, ça va. L'esthétique étant résultante, c'est-à-dire la sensibilité aux choses, nous dit ce que les choses sont, comment elles ont été faites, comment elles sont vécues, tout ce qu'on veut, mais ça n'est jamais que la réception sensible qu'on en a. Donc il y a un dérapage du terme d'esthétique au XVIIIe, je ne vais pas l'histoire, mais au XIXe aussi, ça a complètement dérapé. Bon, ça a changé de sens et maintenant c'est devenu de l'esthétisme en fait. Ce qu'il condamnait dans la visée esthétique a priori,
et la recherche de l'effet sensible, la recherche de la forme, de l'effet sensible, l'affectation, la séduction, voire la tromperie. Et en cela, en cette recherche de la vérité, il s'accordait tout autant avec John Ruskin, anglais, que vous connaissez, bon, sinon on n'a pas le temps, qu'avec Le Corbusier. Si la Vénustas est donc, comme dirait Alberti, le plus important des trois termes du triptyque de Vitruve, ce qui, selon Le Corbusier, détermine l'architecture comme telle, les deux premiers sont les conditions sine qua non de l'architecture, mais ça n'est pas encore l'architecture, ça je cite Le Corbusier. Enfin, on retrouve toujours ce triptyque-là, cette Vénustas, qui peut se traduire harmonie, volupté selon les époques, les traductions des traités, etc., beauté, poésie, émotion sensible, ne peut être sans les deux premiers termes, conditions sine qua non. Car nous ne sommes jamais sensibles qu'à l'expression de la vérité des usages, des besoins, de la construction, et tout notre art est dans la conciliation la plus sensible et infiniment subtile de ces nécessités fondamentales. Donc le troisième terme est lié, en fait on ne peut pas les séparer évidemment. En ce sens, André est le plus intègre ou radical des modernes. Oui, c'est intéressant. Non, c'était ma provocation, mais ça ne marche pas avant ça. Il est au sens de Laux et de Le Corbusier, des mouvements artistiques des premières décennies du XXe, qui ont tourné le dos aux excès du romantisme, aux ornements et à l'esthétisme du péjoratif du XIXe, au style et même à l'art pour l'art, lesquels tentaient de contrebalancer les expressions de la révolution technique et industrielle à la même époque, le XIXe ayant séparé en fait, vous savez, le mot moi, que j'utilise beaucoup, de la technique grecque, et jusqu'au XIXe, l'art et la technique, c'était un même mot, c'était un même sens. On ne séparait pas l'art de la technique. Donc c'est tout récent et c'est au XIXe que s'est fait le divorce. C'est pour ça qu'il y a eu cette espèce de divorce au XIXe siècle entre les architectes des beaux-arts et les ingénieurs polytechniques, etc. Et on en est aujourd'hui à cette division dont je parle. Je vais vite, pardon. Voilà. Et donc, de ce fait, on voit aussi, tout le monde, vous connaissez sans doute, la plupart d'entre vous, les réactions à l'époque de Ruskin, pré-raphaélite, il fallait revenir avant la Renaissance. Et puis, en féministe, c'est fantastique, mais sans tout ce qu'il y a de la Renaissance. On se demande ce qui reste, mais c'était la thèse de Ruskin. Donc, pré-raphaélite, de Maurice, des Art and Craft, puis de Gropius. Oui? Maurice, oui. Puis de Gropius et du Bauhaus, on ne sait pas tellement, on en fait la fondation du mouvement moderne avec une certaine image de la modernité, mais il défendait l'artisanat, les valeurs de l'artisanat, comment faire revenir les qualités du faire, si vous voulez, de l'artisanat dans l'œuvre architecturale, et leur aspiration à un retour aux qualités de l'œuvre de l'artisan. Et je rappelle que, en ce qui concerne Gropius, ça a été un secrétaire des CIAM, donc des congrès internationaux d'architecture moderne. Je dis tout ça pour recaler un petit peu, finalement, la modernité n'est pas toujours celle qu'on croit, c'est-à-dire le néo-moderne, le formalisme qui s'en est suivi par la suite. Donc, André, cherchez partout la juste mesure. Tu veux m'interrompre, c'est trop long. Non, j'allais te poser une question, mais je te laisse. Ok, j'ai deux petits paragraphes, tu vois, donc je vais être relativement rapide. Ravero cherchait partout la juste mesure. Je pense que c'est très, très important. Juste mesure au sens des Grecs, c'est-à-dire sensible. Mais ce qui l'a éloigné des Égyptiens, des Grecs et de l'histoire académique de l'architecture depuis la Renaissance, en gros, tel que le pré-raphaélisme de Ruskin dont je parlais, c'est l'usage normalisé des proportions et des compositions canoniques, ainsi que par exemple des tracés régulateurs de Blondel à Le Corbusier et Louis Kahn, lesquels visaient à la même harmonie. Alors, lesquels visaient à la même harmonie des mesures que Ravero cherchait par la seule mesure humaine. Et les seuls tracés, quand vous regardez tous ces dessins, vous ne trouverez jamais un axe, jamais une diagonale de tracé régulateur, mais toujours des vues. C'est le soleil et l'œil, à partir desquels sont... Donc ça, c'est tout à fait, je crois, essentiel pour déterminer les compositions, les analyses de composition comme ces projets. Selon l'heure, le soleil. C'est pourquoi, sans doute, la Casbah d'Alger, comme la Pentapole du Mzab, fut un lieu de pèlerinage pour les modernes,
les premiers modernes, encore une fois, je parle des pères fondateurs, et demeure un modèle aujourd'hui fort pour ceux qui défendent un retour à la vie, à la nature et à l'art. Donc Goethe disait, nous ne connaissons aucun monde qu'en rapport avec l'homme, nous ne voulons d'autre art que celui qui exprime ce rapport. C'est un grand classique. Hein, bon. Bon, maintenant, allez-y, oui, le ticket. Vas-y. Oui, la question que je voulais te poser, mais j'espère que tu vas me faire une réponse, c'est vrai. J'ai lu mes notes. La parole. C'est par rapport à ce que tu déclares aujourd'hui en disant que André Raveco est plus radical et moderne, le monde l'attend ailleurs que dans la modernité, mais c'est bien qu'il est toujours là où il ne pas. Moi, j'aime bien cette définition. Radical au sens premier du terme, je n'ai pas précisé. Oui. Radical, ça veut dire la racine, ce qui vient des racines. Et encore faudrait-il redéfinir ce qu'est la vraie notion de modernité. Parce que maintenant, il est devenu tellement... Ah oui, etc. Qu'est-ce que la modernité? Non, mais c'est ce dont vous parlez. Ravero, je dis, j'avais mis intégriste, j'ai enlevé le i, parce que ça fait mauvais genre. Intègre et radical, Oui. c'est moderne, intègre et radical. Voilà. C'est séparer des beaux-arts en refusant de mettre des beaux-arts à l'académie. Mais oui. Et donc, si la modernité redevient l'académie, en imposant son formalisme, elle s'est elle-même contredit. Et donc, elle n'est plus moderne. En devenant non, mais tout formalisme. Bon, je vais faire une réponse brève par une évocation. J'ai parlé de Roland Simounet tout à l'heure. Roland Simounet, c'est lui qui a managé le groupe d'essai IAM à Alger dans les années 50. Et alors, Roland Simounet, grand architecte, si vous ne le connaissez pas, il faut absolument aller voir ce qu'il a fait. Moi, il est décédé à un moment, mais on a travaillé. Il m'a fait un texte magnifique qu'on a publié dans la revue 6, numéro, je ne sais plus, 3. Bon, Roland Simounet, qui était donc, qui a animé le groupe CIAM d'Alger. Allez, je perds ce que je voulais dire. Oui, oui, et qui a fait tout un panel qu'on a exposé au Centre Méridional à l'époque, tout un ensemble d'éléments de la grille d'analyse des SIAM sur le bidonville de Magnadine. Alors, à Alger, à l'époque, le bidonville de Magnadine, c'est le bidonville le plus miséreux qui soit, avec des toiles, enfin, pas durci du tout, pas un pavé, pas un bloc de béton, pas enfin, quelques piquets, mais enfin, c'est le plus misérable qui soit. Et il a fait toute une analyse, et la conclusion de l'analyse, c'est parfaite représentation de la modernité. Tous les principes modernes sont là, il manque juste quelques moyens techniques. Mais je pense que si on est un architecte moderne, je pense qu'il faut voir André Ravero dans cette même conception. Ils étaient très proches, oui, c'est pour ça. Et peut-être même dans le développement de leur histoire, de cette rencontre avec... Ils ont eu tous les deux cette rencontre avec le monde d'Alger, justement. Oui. Oui, donc alors, c'est foisonnant. C'est difficile d'en faire une synthèse. Tu vois, ils ensemble les uns après les autres, des notions qui sont ouvertes par c'est un peu habitué depuis hier, c'est que c'est sans fin pour trouver des nouvelles dimensions dans ce travail. Je ferai peut-être l'effort de faire une petite synthèse, mais je préfère d'abord donner la parole au public. Il faut savoir si certains veulent poser des questions d'un ou à l'autre vis-à-vis de ce qui a été dit. Non, si ce n'est pas le cas. C'est le micro. Non, mais sinon, pour chauffer la salle, je peux. Il y a une question. Ah, il y a une question. Ah, il y a une question. Après C'est pareil, tout le monde va chauffer la salle. Chaud.
Je vais rajouter une réflexion qu'on a eue tout à l'heure avec Pascal dans la voiture en revenant du Val d'Aran, qui est une construction de Colzani à Colomiers. On a cité plusieurs fois, je ne sais pas si c'est clair, et qui relie aussi à Vitreux. Et il reste quelques étudiants qui étaient à l'atelier. Et dans le tout premier livre de Vitreux, en fait, Vitreux, il y a une phrase qui a été commentée par Pierre Quay et Françoise Chouet qui dit, je vais essayer de passer en latin, qui dit l'architecture naît de la fabrica et de la raison. Et ce qu'ils disent, Chouet et surtout Pierre Quay, c'est que en fait, l'ordre de ces deux mots, donc c'est la fabrica, c'est le chantier, c'est la fabrique, et la raison qui vient en deuxième lieu. Et je pense que c'est extrêmement important, et c'est aussi ce que André nous a appris, et c'est ce qu'on a, j'espère que vous aurez aussi un peu touché du doigt dans cet atelier, c'est qu'en fait, si on veut faire du projet d'architecture, c'est-à-dire si on veut appliquer la raison à des choses matérielles, il faut que ces choses matérielles soient là d'abord. On ne peut pas appliquer la raison dans le vide. On a trop souvent l'expérience en architecture, c'est-à-dire qu'en fait, on ne vient pas mettre en critique le chantier par l'architecture, mais on s'applique à rien. Et donc, vraiment, cette pratique première de la construction que Vitreux avait vraiment en tête et que André a en tête aussi, c'est qu'on part de cette observation, de se donner et de se faire, et après on le met en critique par le projet d'architecture. Ça vient relier un peu. Oui. Ah, oui. Je voudrais aussi partager cette anecdote que je pense typiquement dans ce genre de moment de débat, en vrai, il y avait un moment où il disait, en fait, je ne sais pas ce que c'est l'architecture. Moi, j'aurais voulu être dessinateur, et on m'a fait architecte, alors je suis architecte. Et là, je pense à ça parce qu'on parle de Vitruve, et je me dis, on dit quand même ce qui est important, et dont André parlait beaucoup, c'est que l'architecture dont parle Vitruve, c'est quand même pas l'architecture de tout le monde, c'est pas l'architecture, c'est pas les maisons dans lesquelles les gens habitent, c'est une architecture sacrée ou bien civile et de représentation. Et c'est pas tout à fait la même chose que de construire l'habitat des gens. Et du coup, c'est ça, c'est ce que devient l'architecture à l'époque moderne. Et les architectes se saisissent de la question voilà, de l'habiter des gens qui, pendant longtemps, se sont construits eux-mêmes leur maison. Et ça n'a pas été l'objet de l'architecte que de s'intéresser à la construction de ces habitats. Et je trouve qu'il y a une confusion. Donc, quand on invoque Vitruve, moi, ça me fait toujours un peu bizarre. Moi, je vais chaque année travailler à Delphes. Donc, je m'intéresse à l'architecture antique, c'est ce que c'est. Ça n'a rien à voir, je trouve, avec l'architecture dont on parle aujourd'hui dans les écoles d'architecture. En tout cas, quand il s'agit de faire de l'habitat, voilà, des équipements qui sont des écoles, des crèches, des gymnases. Et du coup, je trouve que c'est important de quand même pas tout mélanger. Et d'enlever une même très perdu de oui, je veux bien aussi rebondir là-dessus. D'abord parce que peut-être que Ravelo a démontré que même dans une architecture qui est, disons, populaire, ces dimensions, elles sont préférées, elles existent quand même, cette fameuse trilogie. Mais surtout, ce que je voudrais dire, c'est en tant qu'enseignant, je considère que c'est un peu court de toujours avancer aux étudiants, réciter ça comme un mantra en permanence, solidité, commodité, beauté, solidité, commodité, beauté, en disant voilà, c'est ça que tu dois atteindre. Et en réalité, c'est pas tellement de se rappeler, d'énoncer comme une prière en ces 3 mots spéciaux, c'est d'expliquer aux étudiants qu'est-ce qui se passe dans la relation entre la solidité et la commodité, qu'est-ce qui se passe entre la solidité et la beauté, qu'est-ce qui se passe entre la commodité et la beauté, c'est qu'est-ce qui permet d'articuler ces 3 notions entre elles,
qu'est-ce qui les interpelle et qui permet de les relier. C'est ça qu'on enseigne. Voilà. Oui, mais j'avais pas le temps. C'est pas la destination. Et ce qui est appréciable dans le travail de Rameau, c'est que lui, justement, il est allé là-dedans, il est allé chercher qu'est-ce qui, dans la solidité, pouvait être beau ou harmonieux, qu'est-ce qui, dans l'usage, quand on voit toutes ces coupes avec tous ces personnages qui habitent la coupe avec la hauteur de leur poitrine, la posture du corps, etc., qu'est-ce qui, dans l'usage, produit la forme, et qu'est-ce qui la rend belle, parce qu'elle est plus forte, c'est un peu, c'était tout à l'heure Jean-Jacques qui disait, à un moment donné, tu as parlé de la chorégraphie des gestes. C'est très bon. Et quand on regarde la coupe les coupes de Ravero, on voit cette chorégraphie des gestes. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette façon de concevoir, on met cette commodité de la gestuelle qui est accueillie par les formes liées à l'espace et qui permet de les relier. Je pense que voilà, il faut plutôt s'intéresser à enseigner qu'est-ce qui se passe en ces dimensions plutôt que juste en faire une incantation. Je peux répondre maintenant. Alors, pour Manon, j'ai précisé que, en fait, étant enseignant, besoin de repères pédagogiques, que ces trois dimensions ne sont pas la condition de l'architecture, mais en réalité, elles se retrouvent partout, même dans l'architecture dite sans architecte. On peut aider, ce repère peut aider un étudiant d'architecture, si tu le dis dans ce cadre-là, notamment. Et donc, c'est valable absolument pour tout ce qui se construit, dès lors qu'il y a une sensibilité dans le faire. Mais ça ne veut pas dire qu'on va faire le Parthénon à chaque fois. Donc, c'est, à mon avis, alors, le fait qu'on n'est pas condamné à faire le Parthénon, évidemment, ça me paraît tout à fait évident. La preuve, c'est qu'on a fait un Parthénon, et comme je le dis souvent, ça fait 2000 ans qu'on essaie de l'imiter, on n'a pas réussi à le faire. Le mantra, je ne me sens pas concerné, mais simplement, je n'ai pas le temps. Et sinon, toute mon pédagogie repose sur le lien. Myriam, j'essaie de répondre à la seconde partie. Oui. Toute ma pédagogie repose sur, justement, une façon, mais je ne vais pas le faire parce que ça n'est pas en rapport direct avec André. Et voilà, ça n'est pas le lieu et je n'ai pas le temps. Mais donc, je ne suis pas, je ne fais pas de mantra comme ça. Je ne parlais pas. Par rapport à. Non, c'est moi qui ai amené le critique de Vitruve, donc je corrige. Je me sens concerné, je réponds. On entend souvent des positions un peu doctrinales de revenir toujours à. Par exemple, il y a eu des débats sur la question du vernaculaire. Je sais pas si on entend. Qui est un des grands débats actuels de la redécouverte du process de conception vernaculaire. Et face aux gens qui s'intéressent à ça, il y a toujours aussi des post-vitruviens qui disent ah, mais attention, liquidité, commodité, beauté, par ça, rien n'a de sens. Voilà, j'essaie de dire que entre ces trois notions, ce que nous, on doit transmettre en tant qu'enseignant, c'est la façon dont on peut penser et concevoir et qu'est-ce qui les relie, qu'est-ce qui les articule. Mais c'est ce que je viens de te dire, mais je peux. Moi, je voulais juste dire que tout à l'heure, j'ai bien aimé la notion des approuves pour ce que j'ai pour ressentir, pour revenir à des choses sensibles et plus près du vivant. Voilà. Et ce côté désapprendre quelque chose qui est trop théorisé ramène peut-être à ce que j'ai pu comprendre au travers des exercices. J'ai bien aimé le terme. Je pense aussi que c'est important de faire l'expérience de renoncer à ce qu'on a évoqué, qui serait de l'ordre d'un émoi patrimonial, puisque en fait, actuellement, il y a beaucoup de crédits pour faire des ouvriers de restauration du patrimoine. Et pour revenir sur la provocation à l'égard de Violette Buc, il y a des narrations tout à fait toxiques qui ne prennent pas en compte en fait la sensibilité ou ce qu'on a évoqué à plusieurs reprises sur les intelligences qui s'invitent dans quelque chose qui relève du renoncement à des délectations esthétiques, je dirais, dans la critique qu'on peut faire des intentionnalités et comment on réagente, on fait du design, nouvelles relationnalités. C'est à ça que nous invitent j'allais dire très volontairement, les indigènes
du Chiapas ou de l'Amérique du Sud. C'est-à-dire que dans les besoins et dans la nécessité de satiété en termes d'habitat, d'équipement collectif, on voit avec la démolition de la crèche du Val d'Aran un excellent exemple pour les étudiants ou les enseignants qui veulent s'y intéresser, une illustration de la situation dans laquelle nous sommes, le réel auquel nous sommes confrontés, cette brutalité où des gestes de maçons pertinents sont rendus à la poussière parce qu'ils dérangent l'ordre des assureurs, l'ordre des flux de M. Poinpé ou de M. Pinault, etc. Et les projections, je dirais, de représentation prestigieuse, alors que les populations même du Val d'Aran ont besoin de crèches. Donc là, je vous invite, pour les étudiants qui suivent un peu ou les enseignants, il y a une excellente opportunité aujourd'hui de travailler ce qu'on évoque dans un sujet local. Est-ce qu'on a encore besoin? Oui, mais t'es prévu à 18h, Il est quelle heure? il doit passer. Oui, je passe ça. Ah ouais, ben, il faut qu'on aille. C'est un peu le débat jusqu'à 18h30. Mais c'est pas. Est-ce qu'il y a des, enfin, est-ce qu'il y a des questions, est-ce qu'il y a des questions parmi les étudiants? C'est tout clair? Vous êtes d'accord avec ça? Non, enfin, je sais pas, peut-être qu'on pourrait finir avec un peu les points clés à retenir, non? Ouais. Ou est-ce que Finir avec quoi, par contre? Les points quelques clés. points clés ou quelques. Oui, ça serait bien d'essayer de faire une synthèse des éléments prégnants de ce qui a été dit, même si c'est autant foisonnant, mais on peut peut-être des grandes lignes qui peuvent être. En fait, on a parlé d'une méthode. Enfin, ce qu'on a tous essayé de dire, c'est d'écrire une méthode qui est à la fois une méthode d'observation, mais aussi une méthode de conception de l'espace, de l'architecture. Et donc, c'est en ça que ça se différencie de quelques mantras que ce soit, hein, que ce soit enfin, la simplification de ce qu'a dit Vitruve dans mantra, ou que ce soit d'autres mantras. Donc, typiquement, c'est ne pas prendre la solidité comme un concept déjà fait, en fait, ne pas prendre la beauté comme pour acquise, ne pas prendre la commodité pour acquise. Et en fait, à partir de là, il faut se poser de nombreuses questions. Donc, bon, avant tout, c'est une curiosité, c'est on espère en fait que un peu avoir partagé ces expériences qui ont été, pour nous, on a eu la chance que ce soit des expériences humaines avec Ravero, avec André, mais il est possible d'accéder à ces écrits par le biais des expositions. Vous pouvez aussi trouver d'autres manières de vous frotter un peu à son travail et à sa manière de penser. Et en fait, notre espoir, c'est que ça vous donne envie de faire de l'architecture un peu autrement. Et donc, on espère, oui, qu'on a été suffisamment clair un peu dans l'explication de cette méthode, en fait. Donc, il part de l'observation, il y a la question de l'humilité aussi. Donc, en fait, c'est possible que dans une salle d'attente d'un médecin, on trouve un élément architectural intéressant, pourquoi pas. Et de la même manière, c'est possible qu'un édifice de représentation, bah, finalement, il soit mal construit. Et c'est aussi possible qu'il soit bien construit, hein, qu'il y ait des choses intéressantes. En fait, il y a renoncer au dogmatisme, que ce soit les dogmatismes. Donc déjà, et renoncer au dogmatisme formel, en fait, on se rend compte, bah, c'est un peu un effet cascade. On doit renoncer à beaucoup d'autres choses après. Et en fait, c'est pas pour rien qu'André, il a peu construit. Et ça n'a pas été simple, en fait. C'est une démarche qui est extrêmement marginale. Donc aujourd'hui, on en fait une exposition, mais il y a 30 ans, il y a 40 ans, c'était peut-être pas quelque chose qui aurait été présenté. Non, peut-être que j'ai une bêtise, peut-être que je m'avance là. Mais dans le sens où, alors, là, j'ai une bêtise, enlevez ça, mais il reste marginal. Il reste marginal dans le sens où, sans retracer l'historiographie, et c'est pas une approche qui domine. C'est. C'est sûr qu'on peut sortir. Oui, non, mais c'est bon. Je pense que tu as dit l'essentiel. Moi, ce que je voulais dire, c'est que pour André, l'esthétique faisait partie intégrante de la réflexion, mais que l'esthétique, il voulait se l'expliquer. C'est ce qu'il écrit dans Du local à l'universel, c'est-à-dire la forme, il est pour, mais il faut qu'elle ait une raison objective. Et par ailleurs, donc, il y a eu déjà beaucoup d'expositions et de publications d'André Ravero. Simplement, c'est cyclique, c'est en fonction aussi des époques. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a
des grosses interrogations fondamentales comme aujourd'hui, on se pose des interrogations par rapport au climat, par rapport à l'avenir des uns et des autres. André revient à la mode, enfin à la mode en tout cas, et on l'écoute, on s'intéresse beaucoup plus à ce qu'il a fait et ce qu'il a pensé, parce qu'il renvoie vers des réflexions fondamentales. Moi, ce que j'ai aimé, c'est ce qu'a dit Stéphane. Je pense que c'est un architecte intègre. Et c'est cette intégrité, en fait, qui est la base de sa pratique et qui fait que sa pratique est intéressante. Mais je pense qu'on pourrait discuter pendant des heures, et c'est vrai que c'est extrêmement frustrant d'être obligé parler, d'en parler de manière si laconique. Mais je crois que, comme l'a dit Capucine, vous avez déjà dans cette exposition des éléments qui vraiment vont vous permettre de donner des pistes pour élargir la réflexion, votre propre pratique pour ceux qui sont externes. Je voudrais ajouter un petit mot juste sur le fait que ce que j'ai essayé de faire, c'est montrer que André Ravero, dans sa démarche, n'est pas isolé, marginalisé comme une alternative radicale. On arrête tout, on brûle les écoles, pas de dogmatisme, je suis contre évidemment. Mais au contraire, il parle de l'essentiel, du cœur même des problèmes que se posaient les premiers modernes et qui nous animent tous pour beaucoup encore aujourd'hui et qui sont tout à fait fondamentaux. Et il ne faut pas solution de continuité qui coupe complètement, parce qu'à ce moment-là, à mon avis, sur le plan de la diffusion, de la pédagogie, de bien comprendre le fond de ces questions, on va y perdre. Je pense que c'est dommage. Juste une dernière chose, alors pas sur le fond mais la forme. Là, ce que vous avez à l'écran, ce sont des dessins qui ont été faits par une jeune fille, une femme qui était étudiante et qui est maintenant architecte, et qui sait donc ce ne sont pas des dessins d'André. Ça a été fait ça a été entamé au cours d'un workshop par Lise Madec, et on a voulu les montrer parce que ça on va dire combien André a pu impacter quelqu'un donc dont la passion est l'architecture, et comment son enseignement peut se prolonger aujourd'hui. Voilà. Donc c'est la ferme Raffanel où habitait la famille, et il faudrait des heures pour l'expliquer et pour qu'on puisse en saisir toutes les subtilités. Donc voilà, je voulais signaler. On clôt puisqu'on va au cinéma. Oui, ça ne peut pas plaire. On va aller voir ceux qui peuvent. Donc, comme on est un peu déplacé l'horaire, on va être obligé de s'arrêter. En tout cas, merci beaucoup de votre présence.